Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Verdaven, qui est bénévole France Alzheimer 77. Donc pour rappel, on est ensemble pour 1 heure. On va avoir un premier temps de présentation, puis ensuite un temps consacré aux échanges. Donc n'hésitez pas à inscrire vos questions dans le chat. Nous les reprendrons lors de ce temps d'échange. Pensez bien à couper vos micros et si vous voulez, d'inscrire vos noms au niveau du chat aussi, vos noms et prénoms. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez retrouver le replay sur la chaîne YouTube et on vous mettra en fin de présentation également le questionnaire, le lien pour le questionnaire d'évaluation pour que vous puissiez nous faire part de vos appréciations. Nous aurons également 2 documents qui vous seront transférés dans le chat en fin de présentation. Et je vais laisser la parole à Madame Verdevel. Bonjour à tous. Effectivement, je suis bénévole à France Alzheimer depuis ma retraite il y a quelques années, après une carrière entière de gériatre dans le sein de l'AP-HP avec le groupe Mondor. J'ai également été aidante de ma maman, de ma belle-maman atteinte de cette pathologie. Voilà. L'association France Alzheimer que j'essaye de vous présenter est la seule association reconnue d'utilité publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et de toute pathologie neurocognitive apparentée. Elle s'adresse aux familles dites aidantes et aux malades, que ces malades soient en institution ou à domicile, et bien sûr nous travaillons en lien avec les professionnels. Alors, une association particulière pour une maladie qui a des spécificités particulières pas suffisamment connu et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de vous présenter ces diaporamas de sensibilisation pour vous tous. L'émission de l'association, c'est d'abord d'encourager à faire le diagnostic. Cette pathologie d'Alzheimer est une maladie taboue qui fait peur et pour lequel on dit il n'y a aucun traitement curatif. Donc, on retarde le diagnostic qui, quand même, dans toutes les institutions, on dit qu'il n'est fait qu'une fois sur 3, ce qui est dommage, et en tout cas pas en début de maladie. Voilà. Alors, faire le diagnostic aussi, c'est important parce qu'il existe des troubles neurocognitifs, hein. J'ai bien dit que l'association s'intéressait à la maladie d'Alzheimer mais aussi à tous les troubles neurocognitifs, et que parfois il y a des troubles cognitifs qui sont liés à des pathologies curables, par exemple la dépression, la maladie de la thyroïde, toute maladie de la thyroïde, également des hydrocéphalies à pression normale qui pourraient être opérées. Donc c'est important de faire le diagnostic, ne serait-ce que pour éliminer une autre pathologie curable. Et ça nécessite en tout cas un bilan important quand même au départ. Alors, ce qui nous semble aussi très important, c'est de former et d'informer sur les symptômes de la maladie qui ne sont pas assez connus. Je détaillerai un petit peu plus loin cette notion. Et sur les soins d'accompagnement à mettre en place le plus tôt possible, en sachant que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas le médicament curable, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place et qui sont très efficaces. L'association soutient aussi la recherche et essaye de déconstruire les préjugés, la discrimination qui existe sur la maladie. Comment nous fonctionnons? Eh bien, tout comme toute association, avec un président, un vice-président, une secrétaire administrative salariée qui va répondre à tous les appels téléphoniques des familles ou des professionnels et les orienter vers des bénévoles. Il y en a 45 dans le département de Seine-et-Marne, répartis dans le secteur géographique. C'est un grand département et il est certain que chaque groupe de bénévoles s'intéresse d'un territoire. Tous ces bénévoles ont eu une formation obligatoire à Paris et ont tous été d'anciens aidants. Nous travaillons également avec des psychologues prestataires d'action. Le financement se fait à partir de cotisations des adhérents, 30 euros par an si possible. Si la personne ne peut pas, elle peut étaler sa cotisation ou nous discutons avec elle. Le principe, en tout cas, c'est que la plupart de nos prestations, de nos actions sont gratuites. Nous fonctionnons également avec des dons et des subventions qui viennent de différentes autres associations ou instances du département. Quelles sont les difficultés des aidants? La première difficulté, c'est qu'il y a des modifications des relations dans la famille. Ces modifications des relations dans la famille sont difficiles et vont nécessiter une adaptation de l'aidant
pour comprendre un peu l'évolution du malade. Cette adaptation, elle est longue, elle n'est pas facile et elle nécessite un apprentissage. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, simplement en lisant un livre et en voyant un petit peu ce qui se passe. Il faut vraiment du temps pour appréhender ce qui se passe pour les malades. Le malade, lui, il est plus ou moins conscient de sa pathologie. Il vit dans un monde où il a perdu des repères. Il a du mal à se positionner et il est souvent très angoissé. L'angoisse est vraiment le maître mot pour le malade. Et la famille, elle découvre en fait une personne inconnue pour elle, alors que souvent ça fait des dizaines d'années. Je pense notamment aux couples qui des fois vivent depuis 50, 60 ans avec leur conjoint et qui voient quelqu'un d'extrêmement différent dans la relation qui se met en place. Ils n'ont plus le même langage, plus les mêmes paroles, ils n'arrivent plus à se comprendre et ils nous disent, bah, ce n'est plus mon père, ce n'est plus mon mari, je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire et c'est très difficile pour eux. La deuxième difficulté des aidants, et nous en allons parler, c'est la méconnaissance des symptômes et des possibilités de soins, notamment de soins non médicamenteux. Troisième point, la méconnaissance des aides qui peuvent leur être proposées, car elles sont multiples. Elles sont multiples, souvent désignées sous forme d'acronymes. Euh, Adressez-vous au PAT, au PAT, demandez la part, demandez une rééducation par ESA, voilà. Et en plus, ces aides multiples sont sectorisées dans le département et ne sont pas toutes réunies, quoique, il y a depuis peu une décision gouvernementale que chaque département puisse mettre en place progressivement une sorte de guichet unique. Alors, chaque département le fera peut-être d'une manière différente, mais qu'il y ait un guichet unique, c'est-à-dire qu'il y ait un numéro d'appel unique avec possibilité de donner tous les renseignements possibles pour le malade et qu'il n'ait pas à aller d'un téléphone de l'APA au téléphone du PAT, au téléphone du, comment dire, du, de la protection juridique. Voilà, exactement. Ce qui se passe aussi, c'est que comme tout cela n'est pas connu, qu'on a peur de cette maladie, que le diagnostic n'est pas fait, et souvent toutes ces étapes ne sont faites que trop tardivement, ne serait-ce que même éventuellement l'entrée en établissement. Et que cette insuffisance d'anticipation pose problème parce que chaque étape demande plusieurs semaines à plusieurs mois pour la mise en place et aboutit bien sûr à un épuisement de l'aidant. Alors, je voudrais maintenant vous faire part de quelques exemples pour vous montrer l'importance de bien connaître les symptômes et que bien les connaître permet de mieux accompagner le malade au quotidien, mais aussi d'éviter son aggravation vers la dépendance, vers les situations aiguës, vers l'institutionnalisation et bien sûr éviter l'épuisement de l'aidant. Alors, si je vous parle de symptômes, vous me dites quoi si quelques personnes peuvent s'exprimer? Quels symptômes connaissez-vous de cette pathologie neurocognitive? Alors, n'hésitez pas à soit couper votre micro pour prendre la parole, soit mettre du coup vos réponses dans le chat, on pourra les lire. Voilà, on va passer bien sûr rapidement pour ne pas perdre trop de temps sur la présentation. Alors, on a comme symptômes perte de mémoire et désorientation. Oui. Quelle perte de mémoire? L'agnosie, pardon. L'agnosie, oui. Alors oui, on parlait de quelle perte de mémoire. Oui, effectivement aussi. Euh, pour l'instant, Déjà, c'est un bon début. c'est plutôt un bon début. C'est un bon début. C'est La un tout, déambulation. oui, un petit peu insuffisant, mais c'est un bon début. Donc, je vais rapidement un petit peu vous évoquer les différents symptômes pour surtout vous montrer le positionnement qu'un aidant familial et professionnel d'ailleurs peut faire face à ces symptômes. Alors, évidemment, le premier des symptômes connus, c'est la mémoire, je dirais plutôt les mémoires, hein. On dit amnésie. Alors, ce qu'on sait en premier et ce qui est perturbé en premier, c'est la mémoire à court terme. C'est-à-dire, on dit quelque chose à la personne, il ne s'en rappelle plus. Donc, 5 minutes après, il vous redemande, il leur pose la question, quand est-ce que j'ai mon rendez-vous chez le médecin?
L'aidant qui ce n'est pas la première fois que ce genre de question lui est posée, s'énerve un petit peu, se fatigue, mais je te l'ai déjà dit, répète quand même la question, le redit une xème fois, et c'est un petit peu très compliqué. Alors, effectivement, cette mémoire à court terme, on sait qu'elle est perturbée. Donc, pourquoi annoncer en avance, donner en avance une information que le malade ne retiendra certainement pas? Pourquoi dire qu'il y a un rendez-vous? Bien sûr, il faut donner les informations. Pourquoi donner une information d'un rendez-vous du gériatre qui aura lieu, par exemple, le 15 janvier? En sachant que cette annonce va angoisser le malade. Je répète que vraiment le maître mot pour le malade, c'est l'angoisse parce qu'il se demande ce qui va se passer, il se rend bien compte qu'il perd des repères et que c'est compliqué. Donc, ne pas annoncer trop en avance ou alors céder un petit peu d'un agenda. L'écriture peut aider en tout cas, renvoyer le malade vers l'agenda et vers ou un tableau écrit de façon à ce qu'il puisse s'en servir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Et sans savoir aussi, peut-être dans certaines situations, en fuyant la question ou la situation. On dit souvent que quand une situation est un petit peu compliquée ou une question répétitive et qu'on a du mal à répondre, eh bien, il suffit de quitter la pièce sous un prétexte quelconque et quand on revient, ben, malheureusement, le malade a oublié la question et ça peut être un stratagème pour essayer. Voilà. Tout ce que je vous dis là, je vous le dis extrêmement rapidement, ça nécessiterait des heures et des heures d'information qu'on fait avec les familles et qu'on peut faire avec les aidants aussi professionnels. Et c'est pour vous montrer en tout cas que face à un symptôme qui est bien connu, il y a des comportements à adopter pour que tout le monde soit, le malade soit moins angoissé et l'aidant soit moins épuisé. Le deuxième mémoire qu'on peut analyser, on pourrait dire il y a une vingtaine de mémoires possibles, c'est la mémoire procédurale, la mémoire à long terme. On sait faire du vélo, on sait faire le ménage, on sait faire l'épluchage. Cette mémoire, elle est longtemps conservée, il faut s'en servir. Il faut s'en servir pour continuer à faire des activités avec le malade. Troisième type de mémoire, la mémoire à long terme, la mémoire épisodique. Alors, la mémoire épisodique, elle s'efface progressivement. Donc, si nous considérons le début de la maladie, par exemple en 2005, on sait que du fait de la maladie, les nouvelles informations, hein, mémoire immédiate, le stockage, il est mauvais, ils retiendront peut-être pas l'information, les prénoms des petits-enfants qui naissent, des choses ils retiendront peut-être pas l'information. Ça, c'est une première étape avec le début de la maladie. Mais ensuite, avec l'évolution de la maladie, il va y avoir un effacement progressive des souvenirs retournant à l'enfance. C'est pourquoi que souvent, même si la personne est en France depuis 40 ou 50 ans, eh bien, c'est la langue d'enfance qui va redevenir prédominante. Pourquoi on appelle maman? Pourquoi on appelle ses enfants? Et pourquoi tout ça, ça se mélange un petit peu. En sachant que c'est les souvenirs les plus anciens et les plus chargés affectivement qui vont être les plus résistants. On va se souvenir de moments forts, à la fois dans le positif, par exemple le mariage, la naissance des enfants, et tout ce qui est négatif. La guerre, par exemple, est quelque chose qui marque énormément. Un autre type de mémoire qui est rarement situé alors que majeur pour cette maladie, c'est la mémoire émotionnelle. La mémoire émotionnelle, elle n'est pas perturbée dans la maladie d'Alzheimer. Et même lorsque le malade ne peut plus nommer la personne qu'il voit, la mémoire affective permet une reconnaissance émotionnelle. Peut-être que le malade ne pourra plus dire le prénom ou dire tu es ma femme, mais peut-être reconnaître c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de souriant, c'est quelqu'un d'agréable et pourra lui ouvrir la porte et peut-être lui ouvrir ses bras. C'est là aussi que quand on touche à cette mémoire affective en faisant quelque chose de brutal au malade, je pense à une infirmière qui peut sonner à la porte, faire une piqûre et ne peut pas prendre le temps de s'annoncer, d'atteindre cette mémoire affective. Ça peut être un souvenir très mauvais, donc à partir de ce moment-là, toutes les blouses blanches qui vont apparaître seront très mauvaises et mises à la porte. Voilà. Alors, cette mémoire émotionnelle, elle est aussi importante dans le ressenti de tout ce qui se passe autour du malade, le ressenti des proches, le ressenti de l'environnement, qui est amplifié aussi bien en affect positif qu'en affect négatif. C'est-à-dire quand un professionnel accoste le malade, s'il l'accoste avec énervement, fatigue, même s'il dit tout va bien aujourd'hui, il n'y a pas de problème, le malade saura très bien que ça ne va pas. Et cette approche, en tout cas, sera amplifiée
et le malade en ressortira lui aussi de l'énervement. C'est-à-dire que l'énervement de quelqu'un va retentir sur le malade et les soignants savent très bien que dans un lieu où il y a une hospitalisation, une institutionnalisation, une personne qui est agitée sur un étage, tout l'étage sera agité. J'ajouterais aussi que face à cette mémoire émotionnelle qui persiste, des familles ont décrit, même des malades ont décrit ce qu'ils appellent la spirale de l'espoir et de la spirale du désespoir. Un malade dans un environnement positif, agréable, souriant, sans reproche, euh, aura une maladie qui évoluera beaucoup moins vite qu'un malade dans un environnement négatif avec beaucoup de reproches et beaucoup de choses négatives. Donc on voit que ça joue aussi sur l'évolution de la maladie. Ça peut jouer en tout cas sur l'évolution de la maladie. Donc là, nous avons vu le symptôme en fait que presque tout le monde connaît et a dit. Il y en a d'autres qui ont été dites, mais pas tous, notamment le trouble de l'attention. Ce sont des malades qui peuvent faire qu'une seule chose à la fois. Donc, je dirais, on ne regarde pas la télévision ni on n'écoute pas la radio pendant un repas, par exemple. Donc, voilà. On peut aussi s'en servir. C'est valable pour les soignants, par exemple, au moment des toilettes. Faire des toilettes sur des malades très agités, des toilettes qui peuvent être difficiles, la faire à deux personnes. L'une qui retient l'attention du malade en lui parlant de choses sympathiques. J'avais une malade, il fallait lui chanter des chansons et après on faisait tout ce qu'on voulait au niveau avec la toilette, y compris des toilettes qui peuvent être difficiles, les toilettes intimes notamment, on est dans des secteurs très difficiles. Les troubles de la reconnaissance. Alors, c'est l'agnosie. L'agnosie, vous l'avez cité. Effectivement, c'est la difficulté à reconnaître les objets, les visages et les lieux. Les lieux, c'est pour ça qu'ils sont désorientés. Euh, je ne suis pas chez moi, je veux sortir, rentrer chez moi. Mais tu es chez toi. Non, je ne suis pas chez moi. Et là, on a aussi un retour vers la mémoire ancienne. Le domicile, bah, c'est le domicile ancien, c'est pas le domicile actuel. Ça peut être le domicile de l'enfant. Donc, ils n'y sont plus jamais. Et ils le cherchent tout le temps. Et une agnosie très, très difficile, c'est à gérer, c'est l'agnosie de la maladie. Ils ne sont pas malades. Pourquoi j'irai chez le docteur? Pourquoi j'irai à l'accueil de jour? Pourquoi je ferai une prise de sang? Je ne suis pas malade. Là aussi, il va falloir essayer de contourner cette situation progressivement en jouant un peu sur la reconnaissance émotionnelle, sur la lutte contre l'angoisse, sur la communication non verbale. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus de cette agnosie, il y a des troubles du jugement et des troubles du raisonnement. Or, nous avons été habitués tous depuis notre enfance à expliquer les choses. On explique la logique d'un fonctionnement. Tu vas pas sortir dehors là en t-shirt et chaussons, tu vois, il y a de la neige. On explique les choses. Or, le malade, il a des troubles du jugement et des troubles du raisonnement. Et cette explication, il n'adhère pas du tout à notre logique et notre raisonnement. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à raisonner, à discuter, à convaincre. On se heurte à des obstacles qui épuisent les dents, qu'ils soient familiales ou professionnelles. Là aussi, il faut apprendre à contourner l'obstacle. Alors, tout ça, c'est facile à dire, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que, bien sûr, il faut un réel apprentissage. Il faut reprendre chaque situation qui peut être difficile pour les dents et essayer de l'adapter en fonction des possibilités que chacun a pu mettre en place. Autre trouble pour le malade, l'aphasie. Ça, on l'a remarqué. Ils ont du mal, ils trouvent plus les mots, ils savent plus comment expliquer les choses, ils font des périphrases, des jargons. Ça, on l'a montré qu'il y avait des troubles de l'expression. Mais on ne sait pas toujours, on n'a pas toujours remarqué qu'il y avait aussi des troubles de la compréhension des mots et des phrases. Et donc là, il faut utiliser un autre mode de communication, le geste, le ton, le toucher, voilà. Je prends souvent l'exemple d'un monsieur qui était parti au sport d'hiver avec ses enfants. Et le matin, les enfants disent, oh, cet après-midi, on va aller faire une promenade en ski. Est-ce que tu veux venir avec nous, papa? Non, j'ai pas envie. Langage automatique, pas d'explication, mais langage automatique. Non, j'ai pas envie. Tu préfères une promenade en raquette? Non, 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 je suis fatiguée, j'ai pas envie. Langage automatique. Très bien. L'après-midi, les enfants se préparent les skis ou d'autres préparent les raquettes et le père dit, oh, c'est chouette ça, est-ce que je peux venir avec vous? Le fait de voir l'objet, voilà. Donc, pareil, prends ta fourchette quand on est à table pour manger plutôt que tes doigts, c'est souvent des remarques de famille.
prends ta fourchette, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Par contre, si on montre l'objet, si on montre la fourchette, quand on va te laver les dents, prends ta brosse à dents et le dentifrice, qu'est-ce que c'est? Montrer les objets. Et l'effet miroir, comme on le disait aussi pour le ressenti émotionnel, l'effet miroir de voir l'objet, de voir la personne aidante qui montre l'objet, fait que le malade va se servir de l'objet. Troubles des gestes, c'est les apraxies. Alors ça, c'est difficile à comprendre parce que ce sont des personnes qui ne sont pas paralysées, qui n'ont pas de déficit moteur, ils ne sont pas paralysés, mais ils ne savent plus comment on fait le geste, comment faire pour s'habiller. Le gant de toilette, je me rappelle de ma maman, le gant de toilette d'un côté, le savon de l'autre, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça? Voilà. Là aussi, effet miroir, essayer de montrer un petit peu les choses, aider et montrer. Cette difficulté des gestes arrive à un stade beaucoup plus élevé, à une difficulté de coordination majeure qui est la difficulté de la marche. Comment on fait pour marcher, même si on n'est pas paralysé? Il faut mettre un pied devant l'autre. Et c'est là que le kiné avec une autre personne peut aider. Une fois que le geste est enclenché, la marche peut se dérouler. Les troubles de l'humeur, ils sont très très fréquents. Je vous dis vraiment que l'angoisse est un élément majeur du malade. Il se rend bien compte de façon plus ou moins consciente qu'il est dans un monde inconnu, qui perd ses repères, qui perd sa mémoire. C'est très angoissant pour lui parce qu'il ne sait plus à quoi s'accrocher, il ne sait plus comment faire. L'angoisse est un élément important sur lequel vraiment il faut trouver beaucoup de solutions pour essayer de les rassurer. De l'angoisse, on va rapidement vers la dépression, qui sont vraiment les éléments les plus importants. Il y a beaucoup d'autres choses, en tout cas dans les troubles de l'humeur, mais là aussi, il faut du temps pour les décoder un par un. Je parlerai un peu plus tard de l'agressivité notamment. Donc, vous voyez qu'en fait, la désorientation temporospatiale n'est pas un trouble en soi, mais simplement la conséquence de troubles de mémoire et de l'agnosie où le malade, il a perdu ses repères. Les troubles du comportement. Les troubles du comportement, eh bien, c'est un symptôme des plus dérangeants. On les appelle aussi conduite dérangeante. Et c'est souvent à ce stade que il y a un début de consultation et un début de demande d'aide. On a souvent des demandes, moi j'ai souvent des appels téléphoniques, un premier appel téléphonique en disant mon parent maintenant devient agressif, il faut faire quelque chose. Malheureusement, cette conduite dérangeante est la conséquence de tous les symptômes précédents et c'est extrêmement difficile de donner un conseil du jour au lendemain, surtout que les familles, quand elles appellent, et c'est compréhensible, veulent avoir une réponse rapide et automatique. L'agressivité étant vraiment un symptôme difficile. Alors, agressivité, qu'elle soit physique ou verbale, simplement parce que le malade, il se défend d'une situation. Dans la rue, si vous êtes accosté, qu'on vous tape derrière dans le dos, qu'on vous fait un geste dérangeant, qu'on essaye d'arracher votre sac, vous allez vous défendre, vous allez taper, vous allez crier, vous allez vous déranger. C'est un moyen de défense qui est tout à fait normal, hein. Mais là aussi, comment faire pour que on ne pose pas des questions ou on ne mette pas le malade dans un état où il va devoir déclencher une agressivité, qu'elle soit physique et verbale. Je repense à une dame qui accompagnait vraiment très très bien son mari, qui s'était levée une nuit, normalement, on va dire, puisque beaucoup de personnes âgées se lèvent la nuit, et qui cette nuit-là n'a pas trouvé la porte des toilettes. Mais il avait un besoin impérieux. Donc il y a eu un bruit d'eau qui coulait sur le tapis du salon, qui a réveillé brutalement cette dame qui s'est réveillée brutalement et furieuse, criant, hurlant, qu'est-ce que tu fais, mon tapis, etc. Le monsieur, il était vraiment dans... Il n'avait aucun problème, il avait un besoin urgent, voilà, et il n'avait pas trouvé. Le résultat a malheureusement été de la part du monsieur une agressivité physique qui, malheureusement, qu'avec un coup de poing à son épouse, l'a conduit en institution. Voilà. Alors, là aussi, apprendre qu'il faut mettre un chemin lumineux la nuit, que voilà, c'est vraiment un apprentissage au long terme et chaque situation qui survient ne survient pas du jour au lendemain. Voilà, la déambulation et la fugue, je dirais. La déambulation, c'est aussi une lutte contre l'angoisse. On marche pour lutter contre l'angoisse, on marche à la recherche d'objets et on peut aller jusqu'à la fugue, c'est-à-dire à la sortie, ça n'a rien à voir avec la fugue de l'adolescent, mais la fugue à la recherche d'un endroit que l'on connaît. Chez lui, parfois, le malade ne sait plus du tout, il cherche son domicile d'enfance qu'il va avoir du mal à retrouver, il cherche différentes choses,
Et c'est en ce sens qu'il y a ces conduites dérangeantes. Il y en a beaucoup d'autres, il faudrait les analyser, voir les situations au cas par cas. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ces troubles du comportement, c'est que plutôt de parler de troubles du comportement, il faudrait mieux parler de comportement troublé. Le malade, il comprend pas ce qui se passe, il est troublé par la maladie, parce qu'il se rappelle plus, parce qu'il est angoissé. Il est troublé par un environnement qui peut être changeant, par des bruits extérieurs. Par exemple, l'emmener dans une fête où il y a beaucoup de bruit, ça peut le gêner, dans un lieu qu'il ne connaît pas, ou simplement l'emmener passer une radio dans une clinique, et ça va le perturber, il peut être complètement troublé. Une autre personne aussi. En institution, c'est souvent les autres personnes qui déambulent et qui peuvent rentrer dans leur chambre, c'est très perturbateur. Et comportements troublés aussi, pensez qu'ils peuvent être perturbés par les autres pathologies. Comment peuvent-ils vous exprimer qu'ils sont constipés, que ça les gêne, qu'ils ont des douleurs des dents, à la rigueur, on s'en aperçoit, bon, mettons, ils ont du mal à l'exprimer, il faut toujours y penser. C'est-à-dire qu'un malade qui a un changement de comportement du jour au lendemain, d'un moment à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est cogné avec des conséquences qui peuvent être importantes et c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Je vous raconterai un petit peu ce que j'ai vécu au début de ma carrière de gériatrie où, comme dans tout établissement, le matin, il y avait un petit peu une réunion commune où les soignants me disaient un petit peu ce qui s'était passé dans la nuit, les nouvelles informations. Ils me disaient parfois le malade aujourd'hui à la toilette, il n'était pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui va pas. Alors évidemment, forte de mon expérience de gériatre, je demandais qu'on prenne les constantes, comme on dit, qu'on prenne la température, la tension, tout ça était normal, puis j'allais examiner le malade et je ne trouvais rien. Bon, d'accord, bon, je ne trouvais rien. Cependant, parfois, 2, 3 jours après, la pathologie, elle était là. Le comportement du malade l'avait exprimé, les soignants l'avaient bien vu, mais on n'avait pas toujours décodé. En tout cas, il faut vraiment y penser de façon attentive. Donc, pour ces troubles du comportement, il faut vraiment se dire, le malade est troublé par quelque chose. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe et c'est la seule façon d'apaiser. Un autre exemple, j'aime beaucoup les exemples, mais en tout cas, ça témoigne, je crois, vraiment de la réalité de la vie et des difficultés qu'on peut avoir avec ces malades. D'un malade qui nous posait énormément de problèmes parce que le matin, c'était, je vais dire, un peu la bagarre. Il voulait pas se lever, il voulait pas prendre le petit déjeuner, la toilette, c'était vraiment très difficile. Et quand il y avait une prise de sang dont malheureusement il avait besoin toutes les semaines à cause d'un traitement anticoagulant, c'était vraiment très très difficile. Pas de famille. Ce malade était là depuis plusieurs semaines et comme évidemment le matin il ne voulait pas se lever, le soir il ne voulait pas se coucher. Et puis un jour est venu un ami qui ne m'avait jamais vu, un ami vraiment qui est venu me dire, demander comment ça allait, etc. Et qui nous a dit qu'en fait que ce malade il n'avait pas de famille, effectivement, mais qu'il avait toujours travaillé que la nuit. Donc le matin, quand on travaille que la nuit, ben, on dort. Voilà. À partir de ce moment-là, nous avons revu complètement notre manière de nous organiser pour un peu le laisser dormir le matin, reprendre progressivement son rythme à lui, décaler, mettre un repas beaucoup plus copieux le midi, décaler la toilette l'après-midi. Ça pose pas de problème quand on le sait. C'est beaucoup mieux que d'assister à de l'agressivité, de ne pas comprendre. Et pour les soignants, ou également, c'est aussi beaucoup plus simple. Alors, euh, il faut retenir que dans tout ça, en fait, le malade, dans tout son comportement qui peut être très difficile, très fatigant à supporter, pour l'aidant proche, pour la famille et pour les soignants également, mais que ce n'est pas de la provocation et que souvent, on ne peut pas rééduquer. C'est-à-dire que les familles en début de maladie essayent de, je vais te redire, je te redis comment faire, je te redis les choses, je vais te réexpliquer, je vais te le redire, mais souvent, ça ne sert strictement à rien, sinon à épuiser les dents. Donc, se dire que la rééducation n'étant pas toujours possible, il faut au contraire essayer de trouver un biais. J'ai essayé par quelques exemples de vous montrer quelques biais. Que c'est la maladie qui s'exprime et le malade peut ne pas en être conscient, alors l'agnosie, ou avoir de l'angoisse, ça c'est très difficile pour lui. Donc ne pas chercher à toujours corriger, expliquer, raisonner, faire des reproches. Euh, Colette Roumanoff, que certains connaissent, qui a accompagné son mari malade, disait, mais qui dans la vie aime qu'on lui fasse des reproches en permanence? Personne. Donc le malade non plus.
t'as pas mis tes affaires où il fallait, t'as pas rangé, t'as mis les chaussettes à l'endroit, bon, voilà. Donc, personne n'aime les reproches, donc les malades non plus. L'autre problème qui peut se poser, c'est quelle vérité dire pour le malade. C'est-à-dire, ben, je ne peux pas lui mentir quand même, on a appris qu'il ne fallait pas mentir. Mais quelle vérité le malade peut-il entendre? Peut-il entendre quand il pose la question pour une xième fois qu'il attend son mari ou son épouse qui est décédé depuis plusieurs années, qui sait qu'il est décédé, assisté aux obsèques, mais qui redemande la question. Quelle vérité dire au malade? Comment répondre au malade? Là aussi, c'est un apprentissage. Je vous invite à venir à différentes conférences ou réunions que je fais et où je développe un petit peu tout ça. Donc, d'une manière générale, essayez de comprendre, de trouver des adaptations, anticiper les situations de façon à ce que des professionnels puissent intervenir le plus tôt possible. Une des difficultés qu'on a, c'est dans les couples qui sont mariés depuis des années, sont déjà assez âgés, où la maladie s'est installée progressivement et où petit à petit, finalement, il y a eu le malade et son ou sa conjointe qui était la béquille, la seule béquille. Et le conjoint, il tient le coup pendant un certain nombre de mois et d'années, et au bout d'un moment, le conjoint s'épuise. Et quand il faut donner une autre béquille au malade, sous forme d'une autre personne, c'est très difficile parce que le malade a appris que sa béquille, c'était son conjoint et on a du mal à passer la main. Donc, il faut vraiment faire intervenir les aides professionnelles le plus tôt possible. C'est en tout cas ce qu'on essaye d'expliquer aux familles. Alors, je sais que là, il y a surtout des soignants et des aidants professionnels qui écoutent, mais c'est en tout cas de notre côté ce qu'on essaye de leur dire. Et qu'en tout cas, si on essaye de comprendre, de s'adapter, d'anticiper, tout ça retarde quand même l'évolution vers la dépendance, vers l'institutionnalisation et vers les situations aiguës. Les situations aiguës, c'est les situations qui sont pour nous des échecs. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire évoluer une famille qui, du fait du lien fusionnel des fois entre les deux aidants, l'aidant et le malade, du fait dans l'incompréhension de la situation, non, je n'irai jamais à l'hôpital. On sait qu'il va y arriver un moment où la situation va se décoincer, si on peut dire, face à un épisode aigu, que cet épisode aigu va se terminer dans les plus mauvaises conditions aux urgences d'un hôpital. Voilà. Donc, c'est vraiment essayer d'anticiper pour cela et d'essayer d'éviter aussi l'épuisement de l'inter. On a dit beaucoup de négatifs, on va dire, sur les symptômes du malade, mais il ne faut jamais oublier, je l'en ai parlé au début dans la mémoire procédurale, qu'on peut faire effectivement la liste du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide, mais qu'il ne faut jamais oublier que le malade il conserve des capacités préservées, qu'il faut les renforcer et s'en servir de ces capacités préservées, et on les développe peut-être pas assez, mais c'est pas si simple que ça. Quand à domicile, le malade fait mal les choses, met mal la table et autres, on a tendance à le faire à sa place, alors que c'est vrai plutôt le laisser faire et essayer d'avancer sur ce qu'il peut encore faire, mettre des fleurs dans un vase, éplucher des légumes. Je me rappelle de maman qui m'a beaucoup plié le linge. Une fois qu'elle avait plié le linge, les serviettes et tous les petites culottes et les petits débardeurs de son mari, et ben, elle enlevait tout et elle recommençait. Alors, ça durait l'après-midi, mais elle faisait quelque chose et elle était heureuse, elle était calme quand elle faisait ça, qu'elle avait fait une partie de sa vie. Donc, je pense que vous avez un peu saisi l'importance de cette sensibilisation et de cet apprentissage sur les symptômes. Maintenant, je vous ai dit au départ qu'il y avait une méconnaissance des soins et donc je voudrais un petit peu vous exprimer quels soins on peut donner à ces malades et pourquoi. Alors, en revenant un petit peu à la base, très rapidement, sur qu'est-ce que sont les lésions du malade. Déjà, ces malades ont des lésions du cerveau. C'est la différence avec la psychiatrie, parce que beaucoup de familles nous disent mon parent devient fou. Non, il ne devient pas fou, il est malade, il a effectivement des lésions du cerveau. Le cerveau, c'est deux types de choses, on va dire, de cellules. Des cellules qui sont des neurones qui sont connectés entre eux. C'est vraiment tout un réseau de connexions important. Et dans les lésions du cerveau, soit les neurones ils meurent de façon dégénérative, on parle de
de maladies amyloïdes, de protéines tau, de choses qui s'accumulent, ces neurones, ils meurent. On ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a certainement plusieurs causes. Autre lésion du cerveau dont il faut vraiment prendre conscience, c'est que ce sont les vaisseaux du cerveau qui sont malades. Et quand un vaisseau est malade, ben, c'est la mort des neurones. C'est quelque chose qu'on connaît très bien pour l'infarctus du myocarde. Quand la circulation du cœur n'est pas bonne, eh bien les cellules cardiaques meurent et c'est l'infarctus, la même chose dans l'artérite. Donc on le sait très bien, pour le cerveau, c'est la même chose. Et souvent, c'est l'association des deux. C'est-à-dire, il y a les neurones qui dégénèrent, plus les vaisseaux qui vont pas bien. Alors, je dois dire que l'on parle abusivement de maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une atteinte des neurones exclusivement. C'est une maladie très particulière pour laquelle la recherche est en cours et avance rapidement. Et disons que pour cette maladie particulière, actuellement, si on parle d'Alzheimer, il faut une ponction lombaire pour faire le diagnostic. Donc, demandez à vos malades qui vous disent j'ai Alzheimer. Voilà, on attend bien sûr à la place de la ponction lombaire quelque chose de plus simple qui est un test sanguin, mais il n'est pas encore abouti, il va aboutir. Mais en tout cas, on parle d'Alzheimer de façon abusive et souvent, ce sont des troubles neurocognitifs dus à une altération des vaisseaux. Or, les vaisseaux, on sait très bien ce qu'il faut faire pour les vaisseaux. Le régime méditerranéen, l'exercice physique et tout ça, c'est bien connu pour le cœur, c'est la même chose pour le cerveau. Donc, si on en vient à quels soins pour le malade, médicamenteux, le médicament miracle qui empêche la dégénérescence des neurones ou qui les restitue, on ne l'a pas encore. On parle beaucoup de choses aux États-Unis avec des perfusions, c'est pas du tout encore au point. C'est, je pense, pas au point d'avant plusieurs années en France. Et c'est vrai que notre culture médicale française, c'est tant qu'il n'y a pas le médicament miracle, on dit il n'y a pas de traitement curatif et on ne peut rien faire. Je prendrai l'exemple du diabète. Eh bien, le diabète, il n'y a pas le traitement miracle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un diabète, il restera diabétique, il n'y aura pas de traitement curatif, mais on sait très bien comment prendre en charge un malade diabétique avec des comprimés, un régime et une limitation ou une adaptation de l'exercice physique. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le traitement médicamenteux curatif, il y a quand même des médicaments qu'on peut leur donner, l'angoisse, la dépression, et même pour essayer de favoriser la transmission entre les neurones, il y a aussi les traitements non médicamenteux, dont on parle de plus en plus, les INM, interventions non médicamenteuses. Je les signale parce qu'il y a vraiment des protocoles de recherche par rapport à ces traitements. Ils sont efficaces, ils préviennent la maladie, ils peuvent la stabiliser et améliorent même l'état de santé des malades parce que le cerveau est un organe plastique et que si des neurones sont morts dans un secteur, il peut y avoir une réadaptation à partir des neurones d'autres secteurs. Donc, ces interventions non médicamenteuses, là aussi, vous vous rendez compte que je passe extrêmement rapidement. C'est la stimulation cognitive, c'est-à-dire de stimulation de ces neurones. La mémoire ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, ça c'est un terme exact. On peut la stimuler par toute activité qu'on veut, soit des activités de groupe, soit des activités individuelles, par de la technique, des choses artistiques, la musique, la peinture, la médiation animale, la lecture, la mémorisation. Là aussi, un mot très important à retenir, il faut qu'il y ait plaisir pour le malade de faire cette stimulation et qu'il ne soit pas mis en échec. Si vous demandez à un malade de faire des mots croisés, il a horreur de ça, c'est même pas la peine d'y penser. Et s'il fait une activité qu'il faisait avant, mais que maintenant il n'arrive plus à faire du fait de sa maladie, il est mis en échec, c'est pas la peine, ça ne servira à rien. Dans cette simulation cognitive, elle peut être solitaire, elle peut être de groupe. Il y a la lutte contre l'isolement social qui est majeure, parce que là aussi, quand on rencontre des personnes, on parle, on s'exprime, les neurones et le cognitif fonctionnent. Et là, c'est l'importance de l'accueil de jour qu'on n'arrête pas de répéter et d'insister. Mais face à un trouble, à une agnosie, c'est parfois difficile d'amener un malade en accueil de jour. Mais il faut essayer, on peut y arriver. L'exercice physique, quel que soit l'exercice physique, hein, pas le marathon, les Jeux Olympiques, mais un peu de marche, ça peut être la danse, ça peut être le ping-pong, on en parle beaucoup. Et là aussi, on est dans la stimulation du vasculaire. Plus l'exercice physique fait parvenir du sang bien oxygéné au cerveau, mieux le cerveau fonctionnera et moins le malade aura de symptômes. L'alimentation méditerranéenne, bien sûr, et puis le traitement de toutes les maladies, et notamment, j'ai beaucoup insisté sur tout ce qui est cardiovasculaire, l'hypertension, le diabète, les troubles du rythme qui envoient des embolies
et qui bouge certains vaisseaux progressivement du cerveau, mais également la dépression, la surdité qui va isoler le malade et pour lequel de plus en plus on a maintenant des possibilités d'appareillage, je ne dirais pas gratuit, mais presque. Alors, face à tout ça, qu'est-ce que fait l'association France Alzheimer? Eh bien, dans un premier temps, ce sont des contacts téléphoniques essentiellement, avec d'une part la secrétaire dont je vous donnerai les coordonnées un peu plus loin, un peu plus tard, la secrétaire qui dispatche un petit peu, qui déjà essaye avec les familles de donner des renseignements un peu précis, et puis qui les dispatche vers les bénévoles et vers les équipes de chaque secteur géographique dans le département pour les orienter vers des formations des aidants. La formation des aidants, c'est ce que je viens de vous dire en 3/4 d'heure, mais qu'on fait en 14 heures. Voilà. Qui en tout cas permet, alors c'est pas 14 heures d'affilée, rassurez-vous, hein. Ça s'espace 2 semaines ou de tous les 15 jours qui permet aussi à l'aidant d'absorber ce qu'on lui a dit d'une semaine à l'autre en le mettant en pratique avec son parent. Formation des aidants qui veut se faire en présentiel, c'est l'idéal. En visio aussi, on a appris depuis le Covid. Des groupes de parole pour les aidants qui sont de 2 heures par mois, alors là aussi répartis dans chaque secteur géographique. Alors, formation des aidants, groupes de parole se font toujours de la même façon, c'est-à-dire une dizaine d'aidants jusqu'à 10 aidants, 6 à 10 maximum, on va dire, avec un bénévole que je suis et autres qui ont été formés, qui ont été aussi des aidants, et une psychologue. L'intérêt, bien sûr, c'est que le bénévole et la psychologue puissent répondre aux difficultés et donner des trucs et astuces aux familles, mais aussi que les familles se répondent entre elles. Elles apprennent à se connaître dans chaque secteur, à se donner, elles se rencontrent souvent en dehors de ces groupes et elles s'échangent des renseignements sur l'orthophonie, où est-ce qu'on peut avoir des places en orthophonie, quel médecin généraliste on peut rencontrer, le kiné, et puis même elles échangent parfois des différents moments. Il y a alors dans ces formations des aidants les groupes de parole qui sont gratuites sur adhésion, tout ça c'est gratuit sur adhésion du malade, si on peut. Le malade ne participe pas. Souvent, il est en accueil de jour pendant les groupes de parole, les formations des aidants ou les plateformes d'accompagnement et de répit les accueils. Et puis, il y a aussi au sein de l'association des haltes relais et café mémoire, avec, disons, séparés un groupe avec les aidants et un groupe avec les aidés, où l'aidé fait des activités diverses de stimulation, de motivation conviviale. Des conférences pour les aidants familiaux et professionnels que je fais, qui ont l'avantage pour les aidants de, disons, résumer cette formation de 14 heures en peu de temps et que je suis appelée de plus en plus dans le département à en faire. Des séjours vacances avec les aidants et les aidés qui sont aussi très appréciés. Bien sûr, là, le séjour vacances, il est payant, vous imaginez, mais c'est tout à fait abordable. Et puis, l'association participe aussi à des forums et à des salons. Voilà. Alors, est en distribution un triptyque, j'en ai plus Oui. du tout finalement à montrer. Donc, quelque chose en trois pages qui est en général au niveau de toutes les associations, les PAT et autres, qui vous donne toutes les coordonnées, voilà, en 2 pages, toutes nos actions, comment ça se passe, et surtout qui donne les coordonnées de l'association. Alors, les associations France Alzheimer sont coordonnées en France par l'Union des associations qui se situe à Paris, rue Tronchet, qui coordonne un réseau de 101 associations. Il y en a une par département. En Seine-et-Marne, le président de l'association est Monsieur Cré. Il y a un bureau et un secrétariat qui se situent à Saint-Fargeau-Ponthierry. C'est certes un peu excentré, mais avec le téléphone, je vous assure qu'on arrive à connecter et à contacter la secrétaire qui est charmante. Il faut essayer de l'appeler, elle est charmante. Et puis, vous avez évidemment des adresses mail pour vous aider. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, merci à tous. On a mis du coup la plaquette France Alzheimer dans le chat si vous souhaitez la récupérer. Donc là, on va pouvoir à peu près en 10 minutes passer au moment des
des questions. Donc, soit vous pouvez lever la main, soit prendre la parole, ou mettre votre question au niveau du chat pour qu'on puisse éventuellement y répondre. Essayez d'y répondre. Oui, essayez d'y Que la répondre. solution miracle en 5 minutes sur comment faire pour que le malade soit pas agressif du jour au lendemain, je ne répondrai pas. Voilà. Mais en tout cas, tentez de pouvoir vous répondre et éventuellement de vous aiguiller s'il y a des questions un peu plus techniques. On va vous transmettre aussi dans le chat, on a eu l'autorisation de vous transmettre du coup un résumé de l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Euh, alors, justement, la question est, pourrons-nous avoir le PowerPoint? Oui, il y a un résumé qui a été Voilà. transmis que je vais vous transmettre là. Alors, effectivement, dans ce résumé, vous ne retrouverez pas l'analyse et tous les exemples que j'ai pu vous donner par oral concernant les symptômes et même concernant les soins possibles, parce que vous vous rendez compte que c'est un petit peu au cas par cas et qu'il y a énormément de choses à dire et que ce qui est écrit doit s'accompagner effectivement d'une présentation orale. Donc, je vous invite plutôt à aller vers des conférences ou des demandes de conférences pour en tout cas avoir des réponses ou à m'interpeller. Vous avez eu sur la première diapo de départ mon adresse mail, vous n'hésitez pas. Alors, on a une question. Pour les familles dont le parent est en institution, peuvent-elles participer au groupe de parole de l'association? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il y en a d'ailleurs, il y en a. En sachant que ce qui se passe aussi, c'est que nous avons des familles que nous accompagnons depuis plusieurs mois et années, dont le parent au départ était à domicile avec l'aidant et qui est entré en institution. Et il est clair que l'aidant continue à participer au groupe s'il le souhaite, de même que si le malade décède, c'est des choses aussi qui arrivent, l'aidant peut continuer, tant qu'il le souhaite, à participer au groupe de parole ou à nous rejoindre comme bénévole s'il le peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Pour l'instant, sur le chat, je n'ai pas d'autres questions. Donc, a priori, ça a été très clair. Euh, S'il y a des questions un petit peu a posteriori, c'est plutôt le lien avec le secrétariat, c'est ça, en contact? Oui, 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 c'est ça. Où vous me contactez, vous mettez un mail. Je vais peut-être redonner mon Oui, adresse mail de j'ai départ. l'autorisation Oui, de bien mettre sûr, votre mail. bien sûr, bien sûr, bien Alors, sûr. donc c'est bien celui-ci. Non, la première diapo. Oui, Celui-ci, c'est ça, oui, d'accord. c'est ça. Donc, On va vous donner le mail. C'est le plus simple. alors, je vous mets du coup. En tout cas, ce qu'on voudrait essayer de montrer, parce qu'on a vraiment des familles qui font un chemin extraordinaire, à partir du moment où elles savent un peu qu'elles sont soutenues, elles savent un peu comment gérer la situation et où elles ont pu, où elles sont arrivées à passer la main à un autre professionnel. L'accueil de jour est quand même une étape extrêmement importante. En sachant que l'idéal est un professionnel qui vient déjà au domicile, prendre un premier contact, surtout quand c'est un couple et qu'il y a une fusion proche entre les deux, sous forme de l'ESA, par exemple, qui peut venir à domicile. Ensuite, l'idéal, c'est l'accueil de jour, et puis peut-être un hébergement temporaire et vers un hébergement définitif. L'idéal est que accueil de jour et hébergement soient dans le même lieu pour que les équipes connaissent bien le malade. C'est l'idéal, hein, ce n'est pas possible partout dans le département. Euh, Puisque les équipes puissent connaître le malade et que le malade puisse un peu connaître les lieux. Alors, on parle beaucoup de l'hébergement temporaire pour que les dents puissent prendre du répit. Effectivement, ça peut être une solution. Par contre, il faut être très clair que ces malades-là sont des malades qui sont très désorientés dans l'espace, dans le temps, dans les repères, et que arriver en hébergement temporaire pour que les dents soufflent, il va être perdu, il va lui falloir du temps pour s'adapter, en tout cas pas 3 jours, et que le risque est que la fin de cet hébergement temporaire, même s'il est pour un peu plus que 8 15 jours et qu'il est de 1 mois, à la sortie, la réadaptation au domicile, c'est encore plus compliqué. Donc l'aidant va s'être reposé, mais c'est en fait un faux repos. Ça risque d'être un faux repos. Voilà. Il faut savoir aussi que les questions qu'on a, nous, de la part des aidants, c'est et si je tombe malade,
et que je dois aller aux urgences brutalement, il faut savoir qu'actuellement, il y a des solutions via les urgences pour que votre parent ne soit pas laissé seul à domicile déjà. Mais ce qu'on essaye aussi de dire dans les groupes de parole aux aidants, c'est anticiper la situation, essayer de réfléchir avant sur l'établissement où vous souhaiteriez que votre parent aille. Ça ne veut pas dire que votre parent ira obligatoirement. Nous avons des familles en groupe de parole qui arrivent, des personnes d'un certain âge, qui se sont bien sûr jurées de ne jamais se séparer et qui iront jusqu'au bout à domicile. Ce n'est pas impossible, à condition qu'il y ait des aides aussi qui puissent se mettre en place et que si l'accueil de jour peut être mis en place, déjà, ça permet quand même à l'aidant de tenir le coup très, très longtemps. Alors, on a deux questions, une plutôt sur l'institution, une plutôt sur le domicile. Est-ce que l'association se déplace pour des temps d'échange en institution? Alors, nous nous déplaçons en institution sur demande de l'institution. Donc, Voilà. c'est pas C'est les demandes de imposé. l'institution, c'est variable. Là, j'ai une demande sur une institution d'une conférence, enfin, type formation des aidants professionnels, d'une part. D'autre part, les MDS m'ont souvent sollicité aussi avec des aidants professionnels qui assistent aux conférences. Donc, effectivement, nous nous déplaçons. Par contre, nous ne nous déplaçons pas ou très peu au domicile individuellement pour gérer une situation. Bon, je sais qu'il y en a qui le font, mais personnellement, je pense que ce n'est pas notre rôle, c'est des rôles de professionnels. Nous sommes bénévoles. Voilà. Et donc, il y avait une deuxième question. Existe-t-il un système de garde à domicile pour que les aidants partent un week-end ou une semaine? Alors, nous rentrons dans un problème complexe, qui est le problème qui est tout à fait réglé au Canada, qui s'appelle le baluchonnage, qui est en train de se mettre en place en France, le relayage, c'est même plus qu'un week-end, ça peut être 3 jours. Ça se met en place, il y a des tentatives, je sais qu'il y a des plateformes qui le font, ce relayage. Relayage, c'est-à-dire que c'est un soignant unique qui va se rendre, après bien sûr avoir fait des concertations avec la famille, savoir comment tout ça se passe, etc., pendant un certain temps. Mais on se heurte pour que ce soit la même personne qui vienne. Et pour le malade, on sait que c'est important qu'il n'y ait pas un changement, un turnover de professionnels à domicile. Pour que ce soit toujours la même personne, nous nous heurtons au code du travail en France avec le nombre d'heures limité. Voilà. Mais c'est quelque chose qui vraiment avance de façon importante. Voilà. Et je pense que des relayages, il y en a quelques-uns. Et baluchonnage, il y a une équipe baluchon, un jour peut-être qu'ils présenteront. Voilà, baluchon, voilà, je vous On donner note. l'adresse, vous notez, On baluchon note. France. Voilà, pour un coût raisonnable, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions sur le chat. On est dans le temps. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. En sachant que sur le chat, du coup, pour information, on vous a remis, alors il faut remonter un peu les conversations, mais on vous a remis la plaquette France Alzheimer, on a remis le résumé du coup du PowerPoint qu'on vient de vous faire, et on a le lien pour le questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à compléter le questionnaire de satisfaction. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Donc on vous a remis le lien du questionnaire de satisfaction en fin de conversation. On est aussi dans les temps. On est dans les temps. C'était pas. On avait une petite inquiétude, mais on est dans les temps. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, il n'y a pas d'autres questions a priori sur le chat. On va pouvoir se Au quitter. revoir, pas de problème, à Vous bientôt. remercier Je sais que je tous. connais beaucoup d'entre vous déjà. Et puis, à bientôt. Et ben, à bientôt et merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous.